c'est tout ça. En tout cas, merci et bienvenue au Sénat. Je vais faire quelques mots d'introduction, peut-être vous expliquer, déjà qui je suis et d'où je parle, parce que je pense que c'est important et ça explique aussi pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis. Alors, je suis Ghislaine Senet, sénatrice des Yvelines, mais j'ai été préalablement maire d'une commune de 870 habitants du jour au lendemain, sans avoir même été élue conseillère municipale. Et je me suis du coup tout d'un coup retrouvée à la tête d'un exécutif avec 14 autres élus pour lesquels il a fallu que, au fur et à mesure, j'apprenne un peu sur le tas comment travailler ensemble. J'avais une expérience professionnelle sur laquelle j'avais fait un peu de management, mais en fait, dans un conseil municipal, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, hein, c'est en fait un engagement de chacun et j'ai trouvé la tâche qui n'était pas si simple que ça en fait. Et du coup, la relation de confiance s'est construite au fur et à mesure. Alors normalement, il y a une de mes anciennes conseillères municipales qui devait arriver, mais elle est en retard, donc je vais pouvoir commencer à parler. Mais la réalité, c'est que voilà, je me suis retrouvée parfois à m'interroger sur comment arriver à animer et surtout motiver les élus municipaux qui étaient dans cette équipe. Et puis, parallèlement, j'ai été aussi élue conseillère régionale. J'ai été présidente du pôle écologiste donc à la région Île-de-France. Et je fais un premier mandat sur lequel j'étais dans la majorité, et puis 2 autres dans lesquels j'étais dans l'opposition. Et du coup, je me suis retrouvée là, dans une situation d'élu d'opposition, et donc avec, voilà, je pense, un certain nombre de choses qui m'ont un peu frappée, choquée, me disant que parfois, en fait, il y a quand même des règlements intérieurs, il y a quand même le CGCT, enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. Et je trouvais que, bon, voilà, il y avait un manque parfois de considération parce qu'on n'était que des élus d'opposition. Et puis je me suis retrouvée aussi dans une autre situation qui était l'intercommunalité qui se construisait. Et sur lequel très rapidement en fait aussi j'ai posé un certain nombre de points qui me semblaient ne pas me convenir en tout cas, ou pas convenir aux besoins de nos habitants. Et donc j'étais et à la fois à la tête d'un exécutif et à la fois opposante dans une intercommunalité. Et c'est drôle, je vois Denis qui sourit, mais en fait Denis, on n'est pas du même bord, mais en fait on menait souvent les mêmes combats parce qu'on était sur l'intérêt général et sur voilà les sujets qui faisaient qu'on pouvait travailler ensemble. Et donc voilà, ce contexte-là, je voulais vous le dire parce que nous sommes ici dans la chambre haute, la chambre qui représente les collectivités. L'idée n'étant pas de faire voilà, une charge manifeste sur tout ce qui dysfonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions. Parce qu'on a ici beaucoup de débats, évidemment, au sujet des collectivités territoriales, et il y a énormément de textes qui sont discutés. On a travaillé déjà sur le statut de l'élu. Il y a eu 2 textes sur le statut de l'élu. L'un a été voté ici au Sénat, l'autre a été, mais pas à l'Assemblée nationale, et l'autre a été présenté à l'Assemblée nationale, mais en tout cas qui n'est absolument pas encore voté puisqu'il y a eu dissolution. Ces textes-là traitent de manière parcellaire la question du statut de l'élu. Tout le monde attend en fait un texte un peu fort, donc traite de manière parcellaire, plutôt traitant pour les chefs de l'exécutif, les maires, les présidents de région, départements. Et puis bon, il y a quand même, tout n'est pas acheté, hein, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées qui sont faites pour l'ensemble des élus municipaux sur la prise en frais des transports, même si vous n'avez pas de délégation, mais vous pouvez être amené à vous déplacer. Donc il y a voilà, cette opportunité-là, l'extension du distanciel pour certaines réunions, et puis l'obtention de congés supplémentaires en cas d'obligation de campagne. Donc ça, je trouve ça assez intéressant dans le cadre des campagnes municipales ou des obligations de mandat.
avait été discuté préalablement un texte sur la sécurité, l'amélioration de la sécurité des élus, qui lui a été, qui est passé et au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'idée étant de durcir un peu les peines des faits de violence à l'encontre des élus et améliorer l'accompagnement des élus de victimes. Et je ne sais pas si vous en parlerez, mais bon, voilà. En tout cas, ça fait partie des discussions qui ont pu être faites et qui sont également des avancées. Et enfin, tout récemment, on a eu un travail à la DCT, donc la délégation des collectivités territoriales. La délégation des collectivités territoriales dans laquelle je suis membre et sur lequel on travaille sur... enfin, il y a eu là un rapport qui a été donné et qui travaille sur et à la fois l'amélioration des fonctionnements des conseils municipaux et puis la réduction du nombre de conseillers municipaux. Ça, c'est un texte qui a été présenté dans l'hémicycle il y a 2 jours et qui n'a pas été voté. Et moi, dans ce cadre-là, je trouvais la situation complexe parce qu'il y a de vrais débats, hein, d'ailleurs, sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Moi, j'avais le sentiment que de vouloir réduire le nombre de conseillers municipaux sous prétexte de crise de vocation, mais on en parlera tout à l'heure, de désengagement des citoyens, n'était pas finalement la bonne réponse. Parce qu'on a besoin, en fait, de représentants et de démocratie locale. Et c'était intéressant d'entendre les débats parce que, voilà, beaucoup s'interrogeaient sur est-ce finalement la bonne solution. Bref, un certain nombre de textes pleuvent et donc c'est ici, hein, vraiment dans cette chambre, qu'on essaie d'améliorer les choses. Et l'objet de ce colloque est arrivé en fait pendant la campagne des sénatoriales, sur lequel j'ai rencontré évidemment un certain nombre de maires, mais également un certain nombre d'élus municipaux. J'ai pu croiser donc à Hello, mais j'ai croisé Yvon Ronsconval qui était là, Isabelle qui était sur la liste des sénatoriales et en fait et l'idée du colloque est venue comme ça avec Yvon, c'était de se dire mais c'est vrai qu'en règle générale voilà, c'est les maires, c'est les exécutifs que l'on invite, mais moi j'entends une petite musique quand même, un mal-être que j'avais moi-même perçu et je trouvais qu'il était important aujourd'hui de se focaliser sur comment améliorer le fonctionnement des conseils municipaux, mais dans sa gouvernance peut-être, dans la façon de faire en sorte que lorsque un élu, quel qu'il soit, veut s'engager pour sa commune, et ben qu'on lui laisse les moyens de pouvoir le faire et sortir de ces conflits, parfois parce qu'on n'était pas sur la même liste, mais aussi parfois parce que nous sommes sur la même liste, mais que nous ne sommes pas forcément d'accord sur un sujet, ou même on est engagé dans la liste de la majorité, et puis très rapidement on se rend compte qu'on est dans une chambre d'enregistrement qui a été d'ailleurs très accentuée par l'intercommunalité, et sur lequel on a le sentiment que voilà, on ne sait pas bien à quoi on sert. Et puis au fur et à mesure, la motivation qui avait fait qu'on s'était présenté se délite. Voilà comment est venu l'objet de ce colloque. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui travaillent sur ces sujets sur lesquels on a pu échanger. Et c'est pour ça que nous allons du coup aboutir là sur la table ronde. Je m'étais promis de m'enregistrer, je ne l'ai pas fait, mais ça va, j'ai encore quelques minutes. Peut-être juste en matière d'organisation, vous avez sur certaines tables, et vous pourrez vous les passer, un QR code qui est le Slido. Alors il y a 4 questions, hein. Mais en gros, pendant les débats, si vous le souhaitez, vous pouvez flasher ce QR code et pouvoir répondre aux différentes questions. La première étant la taille de la commune dans laquelle vous êtes. Parce que on voit bien que ça joue dans la façon dont sont appréhendées les choses. Donc voilà, vous pouvez scanner et puis au fur et à mesure, vous pourrez répondre à cette question. Ce que je vous propose, c'est peut-être entamer directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter deux
des intervenants. L'idée étant de vraiment pouvoir dresser un état des lieux. Moi, ça me semblait important, de l'état de la démocratie locale et du fonctionnement des assemblées, de pouvoir objectiver la notion de crise des vocations. On en parle beaucoup, crise de vocation ou pas. Pourquoi ces démotivations? On a des chiffres qui sont parlants. Hein. Il y a des démissions aujourd'hui qui sont beaucoup plus importantes que les mandats précédents. Et puis peut-être pointer les défaillances dans le fonctionnement pour surtout, et c'est l'objectif, hein, ouvrir la voie à des améliorations et pouvoir faire des préconisations plus tard. Moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse faire un travail constructif dans le temps pour essayer de faire passer en fait les propositions qui sont d'ores et déjà portées par les associations qui sont ici présentes. Et j'ai déjà trop parlé, donc je vais présenter Pierre Camus, qui est donc docteur en sociologie, qui avait fait une thèse sur la formation des élus locaux en France, alors entre 1880 et 2020, ce qui n'est pas rien, qui enseigne à l'université de Nantes, qui est co-directeur scientifique de l'ouvrage publié en 2024 et intitulé « La formation des agents publics locaux et des élus locaux en Europe », avec une sortie très bientôt, donc dans une perspective comparative à l'échelle de 33 pays européens, et qui est coprésident de l'ONFEL, donc de l'Observatoire national de la formation des élus locaux. Et puis, juste à côté, Solène Lemonnier, qui est conseillère municipale à Bernic, à Béric, pardon, c'est moi qui lis mal, à Béric, dans le Morbihan, présidente donc de l'UNEL, qui est l'Union nationale des élus locaux, et qui, dans ce cadre, vous avez publié plusieurs rapports sur la démission des élus locaux et sur les oubliés, ce que vous appelez les oubliés de la politique, que sont les élus sans délégation, dans lequel voilà, vous vous interrogez notamment sur l'origine de ce désengagement. Vous avez chacun 10 minutes, et puis on rebondira voilà, sur 7 minutes supplémentaires. Je vais être très sur le timing, parce qu'il faut qu'on arrive, parce que l'idée, c'est de pouvoir échanger, bien évidemment, avec vous. C'est l'avantage de cette salle, je trouve qu'elle permet de pouvoir voilà, avoir des échanges directs. Et puis on va commencer donc par vous, Monsieur Camus. Alors il y a effectivement un sentiment très prégnant hein, d'une crise démocratique qui touche particulièrement l'échelle locale. Et du coup, est-ce que vous pourriez, pour un peu poser notre discussion de ce matin, caractériser cette crise démocratique pour les conseillers municipaux avec votre regard de chercheur en sociologie? Bah écoutez, merci beaucoup Madame la sénatrice déjà pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous, effectivement. Une invitation qui nous amène à discuter d'un objet qui est assez complexe en fait, parce que dans l'intitulé de notre colloque, effectivement, il y a deux notions qui s'interrogent l'une et l'autre. Il y a effectivement celle du conseiller municipal sans délégation, et il y a de l'autre cette thématique de la crise démocratique qui est assez polysémique et qui d'un point de vue sociologique et de sciences politiques en fait fait pas du tout consensus. Et ce que je voulais faire avant de voir avec Solène peut-être plus des exemples incarnés de situations de conseillers municipaux sans délégation, moi c'était peut-être de poser déjà l'état de l'art en sociologie et en sciences politiques sur ce que l'on nomme la crise démocratique et comment est-ce qu'on peut la caractériser. Parce que quand on parle en sociologie effectivement de crise démocratique au niveau local, c'est principalement pour faire référence aujourd'hui à un processus de dégradation tendancielle d'exercice des mandats. Voilà, aujourd'hui, on a cette tendance lourde, effectivement, qui ressort de différentes manières et qu'on peut peut-être synthétiser en 3 points. Alors, voilà, au-delà de mes 10 minutes, je ne pourrais pas faire plus. Donc, forcément, je vais être assez rapide et beaucoup de nuances pourront être apportées dans la discussion enfin, les discussions qui en suivront. Mais 3 points qui peuvent se distinguer autour d'une complexification de l'exercice du mandat, qui est vraiment ici une tendance très lourde dans le retour que nous font les élus. Un nouveau ou un renouvellement du rapport des élus au mandat lui-même, avec en parallèle un renouvellement du rapport des citoyens aux élus et aux autorités publiques au niveau local. Et en fait, c'est en imbriquant, et j'espère que vous le constaterez, c'est en imbriquant ces différentes dimensions que l'on va pouvoir effectivement saisir aujourd'hui comment est-ce que l'exercice d'un mandat sans délégation en fait se pose pour les élus qui en sont effectivement dans ce genre de statut. Alors, le premier point, complexité du mandat, c'est une tendance lourde, effectivement,
qui transparaît souvent par l'évocation que nous, on a très souvent en sociologie ou en sciences politiques, c'est la fin des notables. Voilà. Il est très loin le temps où on exerçait l'exercice municipal pour l'honneur, de manière bénévole. Bon, il y a encore des contre-exemples qui existent dans des territoires, mais c'est quelque chose qui est relativement bien terminé. Et aujourd'hui, les élus sont beaucoup plus poussés, en tout cas c'est une attente forte, pour être des entrepreneurs de politique publique qui doivent s'assurer d'une certaine maîtrise de sujets sur lesquels ils interviennent, dans un contexte beaucoup plus normé et technique. Ça également, c'est une chose qui apparaît comme consensus, et ces élus doivent se coordonner avec un ensemble de strates qui devient de plus en plus complexe, intercommunalité effectivement en tête, qui fait qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'action publique au niveau local est une technicité qui suppose un coût d'entrée assez fort, même pour celles et ceux qui seraient potentiellement les moins investis. Et surtout, d'un point de vue structurel, les collectivités, vous le savez tous ici, et tous et tous, qu'avec les lois de décentralisation et cette décentralisation progressive, un peu tacite, qui se déroule encore aujourd'hui, les collectivités ont reçu de plus en plus de compétences. Et avec des compétences qui, aujourd'hui, quand on regarde les sujets, supposent la réglementation, ou en tout cas l'investissement sur des sujets qui sont éminemment difficiles, ou enfin qui vont pas de soi. Les transitions écologiques, démocratiques, le développement urbain, avec ces nouvelles lois du ZAN qui changent au fur et à mesure que les gouvernements changent, le logement, le vieillissement de la population, enfin... En fait, on a à la fois une complexification par une multiplication des enjeux, effectivement au niveau local, et la clause de compétence générale de la commune laisse bien entendre qu'un élu local au niveau municipal peut investir tout sujet qu'il semble nécessaire pour la vie de sa commune, et on a parallèlement un renforcement de la complexité des enjeux mêmes à traiter. Et d'un point de vue plus conjoncturel, on observe également des élus qui sont pris dans une injonction toujours plus contradictoire entre d'un côté une dégradation du service public, avec une disparition tendancielle des services de l'État, des services classiques, la Poste, etc., avec une diminution des budgets locaux. Alors que quand d'un côté on a des populations qui ont des besoins de plus en plus grands, on a également une sorte de perte de sentiment du pouvoir d'agir des élus qui a tendance effectivement à complexifier l'affaire. Et donc aujourd'hui, en fait, endosser un rôle d'élu local dans une collectivité sans avoir de délégation, c'est se placer dans une position relativement floue vis-à-vis de sa place et de son rôle dans la collectivité, vis-à-vis de l'action publique, et surtout en restant finalement assez exposé au type de gouvernance et donc de division du travail politique qui va pouvoir effectivement se faire au niveau de l'exécutif, si ce n'est parfois simplement du choix du maire tout seul. Alors une complexification qui s'accompagne également donc d'un renouvellement du rapport que les élus entretiennent au mandat, et c'est effectivement quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui les élus ne s'engagent plus comme leurs aïeux. On assiste effectivement à la fin progressive des engagements qu'on pourrait qualifier de vocationnels, au profit des engagements plutôt par projet, avec du coup tout ce que ça implique en termes de limites sur l'acceptabilité des contraintes que font peser aujourd'hui l'exercice des mandats. Et on regarde effectivement de plus en plus de jeunes, alors des femmes, des jeunes hommes, mais du coup aussi des plus vieux, qui opèrent des arbitrages de moins en moins en faveur du mandat local, pour privilégier des aspects de la vie professionnelle, de la vie familiale, qui peuvent apparaître beaucoup plus enviables. Et on a aujourd'hui effectivement des sorties de mandat qui sont interrogeantes dans la mesure où le mandat est de moins en moins vécu comme une priorité quand on est élu. Et cela, c'est pas quelque chose qui est propre aux collectivités, c'est quelque chose qu'on regarde bien également se jouer au sein du monde associatif, et c'est pas totalement un hasard en fait, car la fin du modèle vocationnel électif, il est en grande partie lié au déclin des structures collectives traditionnelles, qui étaient le syndicat et le parti, dont la fonction était justement de produire et de former des militants en vue de prendre des responsabilités locales. Et à défaut de pouvoir compter sur ce genre de profil, lors de la constitution de listes électorales, eh bien on va se retourner sur des réseaux parallèles pour trouver des candidats qui remplissent, bon gré mal gré, des conditions similaires à celles et ceux qui pouvaient être élus dans le temps, et où on se retrouve en grande partie face à des personnes qui viennent du modèle associatif, alors qu'on va vite voir disparaître sous le qualificatif de société civile, mais qui arrivent en mandat en tout cas avec un nouveau rapport à l'engagement. Et ce type d'élu en fait demande un renouvellement en fait du management interne ou de la gouvernementabilité politique des exécutifs, dans la mesure où, faute de loyauté forte et de dispositions préalables suffisantes, eh bien ces nouveaux élus et les futurs élus auront visiblement de moins en moins de difficultés à mettre fin à leur engagement électif si de trop grandes difficultés interviennent. Et tout ceci se joue en fait en parallèle d'un changement également du rapport vécu au territoire par les citoyens,
dont la commune n'est ni le centre, ni même désormais la limite en fait. Vous avez des géographies qui se distendent et qui font se disjoindre des lieux de travail, de consommation, de loisirs, d'habitat, qui éloignent de ce fait la figure de l'élu local et qui participent mécaniquement à renforcer la méconnaissance et il faut le dire, parfois un certain désintérêt de certaines populations, du monde électif local et de leurs représentants dans les communes. Et ce, paradoxalement, parce qu'au-delà du désintérêt qu'on voit effectivement dans certains types de populations jeunes, plutôt issues des quartiers populaires, pour le dire très vite, dans un paysage institutionnel qui reste extrêmement difficile à lire quand on n'est pas issu du sérail ou qu'on n'a pas fait ce coup d'entrée de compréhension, face à une déstructuration des services publics de proximité et face à une paupérisation de fait d'un certain type de population, eh bien la mairie aujourd'hui elle demeure l'une des dernières autorités publiques de proximité qui devient alors le dernier guichet un peu visible d'entrée pour faire valoir ses demandes, ses plaintes, qui a, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on pose l'hypothèse la plus forte, qui a effectivement visiblement une vocation très forte à faire monter les tensions et les violences que effectivement les élus peuvent aujourd'hui déclarer. Alors je ne veux pas forcément dire que c'est des choses qui sont nouvelles, mais en tout cas ce qui est symptomatique, c'est que à niveau de violence constante, aujourd'hui on a des élus qui sont de moins en moins capables d'accepter, et ceci comme étant un état de fait, qui montre aussi un rapport au mandat qui lui-même change. Bon. Et de fait, ce que nous constatons concrètement, c'est qu'il y a un effritement de la légitimité de la fonction d'élu qui a pour effet de réduire les rétributions symboliques traditionnelles, le pouvoir d'agir, la notabilité locale, le sentiment d'utilité, une réduction qui affecte en premier lieu ceux qui en disposent le moins, à savoir donc les conseillers municipaux sans délégation, et qui ne compensent plus, ou de moins en moins en tout cas, le manque de rétribution matérielle, ce qui explique en grande partie le fort sentiment de difficulté exprimé par les élus, la moins grande capacité à exprimer du coup ou à accepter les contraintes inhérentes à la fonction et in fine aux démissions. Alors comme je vous disais, c'est vraiment rapidement dit et je vois que mon flow oral aussi l'est, mais c'est vraiment, ils ont vraiment l'idée de ne pas pouvoir lâcher une miette de ce que j'ai pu écrire et synthétiser à renfort de beaucoup de sacrifices. Et en termes de conclusion intermédiaire, parce que du coup effectivement je reprendrai la parole pour faire la suite et surtout pour peut-être répondre aussi à ce que va pouvoir nous dire Solène. Dans ce contexte que je viens de décrire rapidement, le rôle du conseiller municipal sans délégation, en fait, il devient de plus en plus paradoxal, en ce qu'il ne suit pas le mouvement à l'œuvre au sein de l'univers électif local, un mouvement qui supposerait plutôt d'avoir des élus qui sont de plus en plus engagés dans l'action locale, dans une action locale technique, ce qui suppose du temps et donc une indemnité suffisante pour le faire, de la formation, enfin bon, un ensemble de choses qui supposent qu'on puisse prendre le temps, d'avoir des élus capables donc de faire face et d'accepter ces contraintes grandissantes et donc de trouver des rétributions, si elles ne sont pas matérielles, au moins symboliques, pour accepter effectivement de se lever le matin à 6 h, faire rentrer les vaches dans le pré, parce que souvent ce sont des choses très concrètes auxquelles les élus sont confrontés sur le terrain, et surtout de prendre en compte ces attentes différentes en termes de gouvernance au sein des collectivités, j'y viendrai un tout petit peu après, qui dépasse aujourd'hui le simple présidentialisme municipal qui est incarné aujourd'hui par la figure du maire, une figure un petit peu omnipotente et omnisciente qui a aujourd'hui, je pense, une qualité un peu rebutoire dans ce renouvellement au niveau local. Alors je pense que j'ai respecté les 10 minutes, je m'en félicite, ce qui permet peut-être à Solène de prendre un peu plus de temps, je te lègue mes minutes avec plaisir. L'exercice n'est pas aisé, mais bravo. Donc, on va continuer. Alors là, on a le panneau général de cette crise démocratique. Je pense que ça écho sur un certain nombre d'entre nous. Et vous, Solène, vous avez fait donc un rapport en ce début d'année qui essayait de caractériser en fait sur les démissions des élus locaux et le désengagement, en tout cas des citoyens. Et donc, voilà, qu'est-ce que ce rapport, qu'est-ce que ce travail que vous avez effectué peut-il nous apprendre sur l'état aujourd'hui de la démocratie locale? Alors, moi, je suis élue depuis 2020. Je fais partie justement de cette nouvelle génération d'élus qui est arrivée avec plein d'idées, plein d'envies, plein de projets. Et au départ, j'étais adjointe, mais même en tant qu'adjointe, je me suis rendu compte très vite que j'avais une fausse idée de ce qu'était l'engagement municipal. Parce que j'avais aucune connaissance de comment ça fonctionnait. La première chose dont je me souviens, c'est le premier conseil municipal où il a fallu aller très vite, il a fallu voter la liste des adjoints. Alors moi, je suis dans une commune de 2000 habitants, donc on a élu le maire, on a élu les adjoints, et ensuite on a choisi nos commissions, vite fait, bien fait. On a voté toutes les délégations au maire, on ne savait même pas à quoi ça correspondait. On n'a pas été formés, on n'a pas été informés.
Et après, on est lancé. Voilà. Et on n'avait pas les informations dans notre commune, en tout cas. Le maire aussi était d'abord élu d'opposition, il n'avait jamais été maire, donc lui aussi découvrait. Et on n'a pas été informé sur les formations possibles, on ne savait pas à qui s'adresser, vraiment on découvrait les choses. Et très vite, on s'est rendu compte des barrières qui existaient et puis de cette fausse idée qu'on s'était faite. On était là plein de projets, on s'est rendu compte que les compétences étaient aux intercommunalités, qu'on n'avait pas la main sur plein de choses, que c'était extrêmement compliqué à mettre en place, qu'on n'avait pas, il ne suffisait pas de claquer du doigt pour mettre un toboggan, c'était assez... Mais mine de rien, c'est vrai que c'est des choses qui étaient un peu décourageantes au départ, mais bon, je me suis accrochée, j'ai continué. Il s'est passé des choses au sein de mon conseil municipal. Je n'ai pas l'intention d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai perdu mes délégations. Je me suis retrouvée conseillère d'opposition, que j'ai appris dans la presse. Ce n'est pas mon choix, mais ce n'est pas grave. Et alors là, je me suis rendu compte que, clairement, je ne servais plus à rien, si ce n'est à venir en conseil municipal pour voter sur des délibérations dont je ne savais rien, voter des subventions sur des projets auxquels je n'avais pas participé, ou me battre pour le nom d'une rue. Là, l'intérêt du mandat est devenu vraiment très très compliqué pour moi sur le moment, et c'est vrai que j'ai pensé à la démission. Mais j'ai fait aussi le choix de rejoindre un réseau qui s'appelle le réseau des femmes élues, le réseau élu local. On a parlé entre élus femmes, et je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule à vivre ça, que le problème ne venait pas forcément de moi, et venait un peu du fonctionnement interne au conseil municipal. Donc j'ai commencé à creuser la question, j'ai commencé à témoigner là-dessus. J'ai témoigné aussi des violences internes au conseil municipal. Donc j'ai été reçue à Matignon pour témoigner et faire des propositions, et notamment les référents élus en gendarmerie, parce qu'il y avait cette grosse difficulté d'aller porter plainte à la gendarmerie de secteur, qui est en fait parti pris, puisqu'elle travaille main dans la main avec les communes, et donc c'était un peu compliqué. Donc il existe maintenant les référents élus qui permettent justement comment on dit, je ne sais plus, dépayser les affaires et d'avoir donc un peu plus d'impartialité. Et ensuite, suite à ça, j'ai eu des témoignages d'hommes. Donc j'ai ouvert un peu l'horizon. Je me suis rendu compte qu'en fait les femmes n'étaient pas les seules à subir, parce que c'était un peu facile au départ d'y penser. Et je me suis rendu compte que les hommes aussi avaient un mal-être au sein de leur mandat, et j'ai posé donc cette question aux hommes en leur demandant de m'expliquer un peu les choses. Et en même temps sont sortis les chiffres des démissions. Et là, je me suis interpellée parce qu'il y avait des gros titres dans le Morbihan. Alors, le Morbihan, c'est 264 communes. 3 maires avaient démissionné. Il y avait 267, dans mes souvenirs, 267 conseillers municipaux, et il y avait des gros titres. Les maires avaient un mal-être, les maires démissionnaient, les maires... Mais personne ne s'était intéressé des près de 300 conseillers municipaux qui avaient démissionné. Donc j'ai commencé à creuser pour savoir déjà pourquoi on s'intéressait à la démission des maires et pas à la démission des conseillers municipaux. Et tout ça, je vous explique un peu vite fait, mais tout ça a fait que j'ai été tapée à des portes, et je suis arrivée chez le sénateur qui n'est plus en place aujourd'hui, mais Jacques Lenay, qui a pris la parole aux questions au gouvernement la semaine d'après, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la démission? Il y a vraiment un mal-être, qu'est-ce qu'on fait pour la démission? Et à l'époque, c'est Olivier Véran qui a répondu, qui a dit, on a mis en place la protection fonctionnelle. Bon, alors je sais pas, je suis peut-être un peu sanguine, en tout cas j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain j'ai fait un courrier, j'ai dénoncé tout le mal-être des conseillers municipaux au président de la République, j'ai été reçue à l'Élysée en disant, mais enfin la réponse d'Olivier Véran est totalement déconnectée, ce n'est pas la protection fonctionnelle qui va redonner goût au mandat et qui va enrayer les démissions. Et là, on m'a répondu que j'avais raison, que j'étais pertinente, mais que moi toute seule, je ne servais à rien et que je ne serais jamais entendue. D'où la création de l'Union nationale des élus locaux, qui porte donc la voix de ces oubliés de la politique, oubliés dans les médias, et oubliés aussi dans les discussions au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat, au sein du gouvernement. On ne faisait jamais mention, en fait, des conseillers municipaux, alors que on est quand même le plus grand panel d'élus de la République. On est à un peu plus de 480 000 conseillers municipaux sur les 560 000 élus locaux. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a donc 29 000, un peu plus de 29 000 conseillers municipaux qui ont démissionné
de leur mandat. Et qu'il y a vraiment des questions à se poser sur le pourquoi. Alors moi, je me suis attachée justement dans ce rapport à chercher les causes de la démission. Et ce qui revient le plus, quelle que soit la formulation qui est faite par les conseillers municipaux, c'est l'inutilité. C'est-à-dire qu'à un moment, on finit par se dire à quoi ça sert de s'engager. Moi, je me suis engagée pour agir, et aujourd'hui, je ne peux pas agir. Et je ne vais pas continuer à me battre ou à perdre mon temps ou à avoir cette responsabilité, parce qu'il y a quand même une responsabilité et un engagement, si derrière, je ne peux rien en faire. Et donc, j'ai creusé la question de savoir pourquoi on n'avait pas la possibilité aussi d'agir. Et il y a deux choses, en fait, qui rentrent. Effectivement, il y a cette nouvelle génération où nous, on a envie d'agir, mais on ne peut pas, on est empêché, mais on est empêché aussi par un système. Il y a eu, pour des histoires de simplification, de rapidité d'exécution, on a de plus en plus mis en place, on a rajouté des lois, on a rajouté des alinéas au niveau du Code général des collectivités. On a concentré les pouvoirs à l'exécutif de manière à aller très vite au niveau administratif. C'est pour simplifier, ça, pas de problème. Sauf que petit à petit, et en plus avec l'intercommunalité qui est arrivée, qui a pris énormément de compétences qui ne relèvent plus des communes, on se retrouve aujourd'hui à avoir de moins en moins de raisons de délibérer. Aujourd'hui, l'exécutif n'a presque plus besoin de solliciter le conseil municipal pour valider une décision. Et donc, si on enlève la délibération, si on enlève déjà le débat, on enlève déjà le plus gros de l'intérêt de participer à un conseil municipal. Donc la question, elle va être de se poser, à mon avis, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour rééquilibrer un petit peu les pouvoirs sans forcément déposséder le maire, parce que le maire, il a quand même la nécessité de servir un petit peu pour trancher au niveau des débats. Il faut quand même quelqu'un qui, à un moment, met un coup d'arrêt et prend une décision. Il va falloir aussi qu'il y ait quelqu'un qui nous représente au niveau de l'intercommunalité, puisque maintenant, beaucoup de choses se jouent au niveau de l'intercommunalité. Donc on ne veut pas ne plus avoir de maire, mais on veut aussi garder les communes et la présence des conseillers municipaux et la diversité des opinions des conseillers municipaux, parce que on est au plus près des citoyens et que ça, les citoyens, ils y sont attachés et que nous, on a besoin aussi d'être dans ce contact quotidien pour pouvoir comprendre ce qui se passe et aller le rapporter plus haut. Donc la difficulté, il va falloir trouver cet équilibre-là entre la facilité au niveau de la loi et des exécutions de tout ce qui concerne l'administratif et le législatif, et aussi l'humain, parce qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment, quand on s'engage, de trouver une raison d'agir, et puis aussi une reconnaissance quelque part dans notre mandat. Et cette reconnaissance, on ne demande pas forcément à avoir des statuts à notre gloire, hein, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas non plus forcément être dans les médias. On aime bien parfois conserver notre anonymat. Mais en tout cas, on veut avoir cette possibilité de dire j'ai la satisfaction d'avoir mené un projet à bout. J'ai la satisfaction d'avoir aidé et contribué à tel projet, d'avoir amené quelque chose. Et aujourd'hui, même ça, on est empêché de le faire. Donc le gros travail, en fait, va être à ce niveau-là. Après, il y a des cas concrets qui sont extrêmement compliqués de gouvernance interne, où pour le coup, il y a aussi ce côté négatif d'avoir concentré les pouvoirs pour un souci de simplification, qui va faire que malheureusement, on est des êtres humains et que parfois, certains êtres humains n'arrivent plus à gérer ce trop pouvoir. Et une histoire d'ego vient prendre un petit peu le dessus et on n'est plus face à quelqu'un qui va, comme un chef d'orchestre, gérer son conseil municipal, mais quelqu'un qui va devenir extrêmement autoritaire, qui va imposer tout le temps et refuser, couper les micros en conseil municipal, on l'a vu, on le sait, ça existe, empêcher les questions, empêcher aussi la communication des documents, empêcher l'accès aux réunions ou à l'accès aux commissions, ou interdire carrément de venir en bureau de vote, ça s'est vu aussi. Hein. Et donc j'ai dépassé de 7 secondes, mais il m'a laissé 3 minutes. C'est vrai. Et donc ça aussi, ça va être quelque chose, mais quelque chose qui se travaille par la formation, parce que la formation des élus, elle est extrêmement importante, elle est même primordiale. Et Pierre, on est d'accord là-dessus. Si on ne forme pas au mandat, si on n'explique pas quel est le rôle
exacte de chaque élu et quel est le pouvoir de chaque élu, on restera dans ce mal-être, et ce mal-être qui après découle vers le désengagement. Merci, merci beaucoup. Sans transition, en fait, je vais vous laisser réagir parce que je trouve que c'est intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va être assez complémentaires du coup, Absolument. parce que je vais réagir à des choses qui viennent d'être dites, mais de manière différente. Alors peut-être juste pour revenir sur une chose qui est importante à comprendre, c'est que d'un point de vue méthodologique, effectivement, en sciences humaines, on a beaucoup de mal à travailler sur les élus municipaux et notamment sans délégation, parce que en fait, c'est un public qui est très très nombreux et donc toute enquête méthodologique est très coûteuse à mettre en place. Et on a aussi cette idée, mais alors là, c'est notre faute. En tant que chercheur, c'est un préconçu qui nous laisse penser effectivement que les élus municipaux, notamment ceux sans délégation, sont des élus définis par le manque. Peu ou pas de temps à consacrer au mandat, peu ou pas de responsabilité, peu ou pas d'indemnité, en fait, comme s'il n'y avait pas grand-chose à voir, alors que, en fait, les élus locaux, aussi divers soient-ils, sont composés par une diversité, effectivement, de conseillers municipaux, notamment sans délégation ou avec, qui vivent eux-mêmes leur mandat de manière très différente, en fonction de la collectivité dans laquelle ils sont, en fonction du type de gouvernance, des enjeux territoriaux, bon, etc. Et j'y prends ma part, c'est par exemple, moi, sur mon sujet qui est le mien, sur les études que je fais sur la formation des élus locaux, aujourd'hui les dispositifs sont faits de telle manière que les principaux élus qui ne se forment pas sont les élus sans délégation, ce sont les conseillers municipaux, c'est ceux qu'on retrouve le moins. Alors de fait, quand on étudie les élus qui se forment, on va plutôt étudier les autres et pas ceux qui viennent pas, ou on les étudie en creux, ce qui fait que c'est toujours plus compliqué d'aller voir des gens pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose, alors que c'était même pas dans leur esprit de le faire, plutôt que d'aller voir ceux qui ont pu le faire. Bon, néanmoins, il existe quand même des travaux d'Éric Kerrouche, que j'aimerais quand même citer ici au Sénat, que vous connaissez bien, j'imagine, qui a travaillé effectivement comme sur quelques enquêtes sur les élus municipaux, mais c'est à peu près tout ce qui existe, en tout cas d'un point de vue sociologique aujourd'hui. Et effectivement, l'un des aspects qui aujourd'hui, moi, me semble parmi les plus problématiques vis-à-vis de cette question, c'est effectivement le caractère présidentialiste du conseil municipal et de la gouvernance que ce caractère présidentialiste suppose. En France, on a une vision assez 5e République de la figure du maire, qui doit être en mesure tout seul d'incarner tous les attributs, toutes les actions, tous les apparats de la collectivité, et qui place de fait dans l'ombre, plus ou moins dans l'ombre, les autres personnes, les autres élus qui font vivre concrètement la collectivité néanmoins. Et force est de constater que ce modèle semble trouver des limites pour une plus grande partie d'élus, en tout cas aujourd'hui. Quand vous regardez effectivement les démissions des maires, eh bien, vous constatez qu'en fait c'est une population qui est sujette à l'épuisement et au burn-out, forcément, tout repose sur eux. Donc vous avez effectivement des maires qui sont sujets effectivement à démissionner à cause de ce caractère présidentialiste. Vous avez des adjoints qui se trouvent eux dans une situation très intermédiaire et en fonction de la collectivité, ça peut vraiment changer de tout au tout, mais qui en tout cas, force est de constater, doivent réaliser des arbitrages très personnels entre vie professionnelle, vie familiale, vie élective, qui n'est pas toujours facile et qui aujourd'hui, comme je vous disais, va plutôt sur un curseur de on privilégie la vision familiale et professionnelle plutôt que la vision élective, parce qu'aujourd'hui on a des perspectives moins enviables, en tout cas dans la projection, dans le mandat qui devient de plus en plus complexe, avec des tensions, des violences, qu'une profession rémunérée, compatible effectivement avec sa vie, etc. Et vous avez des conseillers municipaux, quand on regarde effectivement cette démission des conseillers municipaux, qui eux se confrontent à une crise de sens. À quoi je sers ? Pourquoi je suis là ? Effectivement, je viens en conseil municipal, je ne suis pas au courant des dossiers et on me demande de voter comme tout le monde. Et effectivement, derrière, quand il faut justifier le choix du vote du budget ou caractériser pourquoi est-ce que le taux d'épargne brute il est celui-là, on est bien embêté parce qu'on n'est pas vraiment capable et on se redirige plutôt vers ses collègues adjoints ou maires. Et face à ce problème, en fait, une solution pourrait effectivement, je le dis avec de l'ironie, de diminuer le nombre de conseillers municipaux. Effectivement, bon, alors on a vu effectivement il y a 2 jours que le sujet avait été traité, mais je pense que effectivement diminuer le nombre de conseillers municipaux permettrait de faciliter la constitution de listes électorales et de lutter contre l'absentéisme. Ok, super, très bien. Derrière, qu'est-ce qu'on fait des maires ? Qu'est-ce qu'on fait effectivement des adjoints qui du coup restent dans leurs problématiques ? Et en fait, limiter le nombre de conseillers municipaux risque en fait d'accentuer ces problématiques qui sont aujourd'hui vécues par ces adjoints et par ces maires qui du coup n'auraient plus de collègues sur lesquels se suppléer, et quid peut-être aussi de l'apprentissage tacite sur le terrain des futurs, en tout cas membres des exécutifs. Et surtout, pour moi, ça risquait de produire, j'ai parlé au passé, ça risquait de produire un
effet pervers. Moins d'élus, c'est moins de représentativité. Du coup, ça participe de fait, paradoxalement, à renforcer le processus de distanciation entre le politique et le citoyen, et surtout de fermer le mandat local avec de moins en moins de place et donc de moins en moins d'opportunités du coup d'engagement. Et surtout, moi j'aurais apprécié regarder les débats dans les communes pour qui tout va bien, devoir se séparer d'un ou deux élus. C'est sympa ça, de dire bah oui effectivement, mais du coup tant pis, vous ne pourrez pas continuer parce qu'en fait le Sénat a dit que du coup il y avait de moins en moins d'élus, donc vous partez. Alors je crois qu'il y avait les dispositions étaient plutôt entre un nombre d'élus maximal et un conseil municipal réputé complet. Je pense qu'il y avait des choses effectivement qui pouvaient être nuancées, mais en tout cas la question était intéressante. Et en fait pour résoudre cette affaire, je pense qu'il faut qu'on revienne ensemble sur un paradigme, sur un dogme, sur un axiome qui s'est imposé en tant que soi et que je pense qu'il est intéressant de discuter. La mise en débat du problème des conseillers municipaux, notamment ceux sans délégation, en fait, il s'est construit sur l'idée qu'il existe une crise des vocations chez les citoyens et chez les élus. Alors, crise des vocations, je pense effectivement qu'elle existe, mais qu'elle n'existe que pour parler du renouvellement de la manière, comme je vous ai dit tout à l'heure, du renouvellement de la manière dont les élus s'engagent en mandat. Et effectivement, crise des vocations, pour moi, correspond effectivement bien à une crise du modèle vocationnel d'engagement classique, mais ça ne suppose pas qu'il y ait une crise de l'engagement. Pas du tout. Au contraire, rappelez-vous, en 2018, on avait l'Observatoire de la démocratie de proximité qui annonçait qu'un maire sur deux ne se représenterait pas en 2020. On n'a absolument pas assisté à ça. En 2014, selon le bureau des élections du ministère de l'Intérieur, on avait 925 000 candidats aux élections municipales. En 2020, on a eu 902 000. À ceci, entre 2014 et 2020, vous rapprochez l'ensemble des fusions de communes, vous avez à peu près le même nombre de conseillers, enfin le même nombre de candidats. Et de ce fait, je pense qu'il faut bien faire cette différence entre le renouvellement de la manière dont les élus s'engagent et vivent le mandat et l'appétence citoyenne pour prétendre exercer ces mêmes mandats qui, pour l'instant, en fait, se maintient dans une forme de ratio qui est plutôt fort et qui est l'un des plus forts au monde d'ailleurs, parce que pour un candidat en France aux élections municipales, on a 47 citoyens. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Je n'ai pas le temps en tête. Et c'est plutôt du coup une bonne nouvelle pour notre affaire en fait, parce que ça suppose qu'il faut plutôt travailler à présent l'encadrement et l'aménagement de l'exercice des mandats locaux et non pas forcément travailler sur la question de la crise des vocations. Et autrement dit, je pense, travailler sur la confection d'un statut et plutôt un statut souple qui permet justement de prendre en compte la diversité des situations qui n'appellent pas du tout les mêmes solutions en termes d'indemnité, de droit à la formation, de congé à droit à la retraite, de reconnaissance des acquis de l'expérience. Entre guillemets, le danger étant de réfléchir le statut au niveau du maire et pas au niveau des autres élus. Et on pourrait, je pense, effectivement redéfinir ce rôle et cette place du maire pour la transformer peut-être en quelque chose de plus collégial. Alors là, je mets les deux pieds dans le plat parce que là on rentre dans le sacré du sacré. Et je m'en excuse, mais bon, je le fais en tant que chercheur, donc j'ai eu une immunité. Pour impliquer plus d'élus et peut-être d'ailleurs plus de citoyens, parce qu'à l'heure où on constate une multiplication des dispositifs de participation, en fait, on a un enjeu qui n'arrive pas aujourd'hui à être réalisé, ce qui est la démocratisation de l'action publique. Aujourd'hui, créer des dispositifs de participation n'engage pas une réelle démocratisation de l'action publique, et c'est justement notre paradoxe. Et également, je pense qu'il serait aussi enviable de définir peut-être un peu mieux ce qu'est le rôle du conseiller municipal, qui n'a pas pour fonction que de participer aux conseils municipaux et de voter comme on lui a demandé de faire, mais bien donc d'apporter une contribution pleine et entière à la vie de sa collectivité et de mettre en œuvre la politique publique. En tout cas, ces gens viennent là pour ça. Et en termes de conclusion, en fait, j'aimerais terminer en vous partageant une idée que moi je trouve très bien et qui a été formulée par Clément Viktorovitch, un politiste qui est assez médiatisé, que vous devez connaître, qui est assez présent aujourd'hui sur Twitch, mais bon, peu importe, mais qui pour moi dit quelque chose de très intéressant et une question qui permet de réintégrer la question de la formation pour les élus, que je trouve importante. C'est cette idée en fait qu'il faudrait renouveler l'exercice du mandat en dissociant le calendrier électoral du calendrier électif. Ça veut dire en fait qu'il faudrait séparer le moment de l'élection du moment de l'entrée effective en mandat. En fait, ça supposerait qu'une fois élus, les nouveaux élus en fait disposeraient d'un temps, alors une année, 6 mois, ça dépend peut-être des mandats, pour se préparer, pour se former, pour participer aux réunions, pour se confronter aux dossiers, pour aller voir leurs collègues, pour qu'il y ait une passation, un tuilage, quelque chose qui permettrait effectivement de permettre du coup aux anciens élus de continuer pendant cette année leur mandat, qui se terminerait à l'année d'après, et aux nouveaux élus de se mettre en disposition d'arriver déjà opérationnels au moment de leur entrée en mandat. Et ça vaudrait aussi bien pour les députés et les sénateurs que pour les conseillers municipaux ou les conseillers régionaux ou départementaux. Et ça permettrait surtout, je pense, d'apporter une pierre plausible, du coup, à la limitation peut-être plus stricte du cumul du mandat dans le temps.
et d'engager une structuration plus pérenne et plus structurée du renouvellement du personnel politique, en permettant à des gens peut-être de prendre le temps, d'être rémunérés. Il faudrait forcément nuancer et panéliser effectivement en fonction de quel mandat on parle. Mais en tout cas, pour moi, il s'agit ici d'une idée qui ouvre sur bien d'autres et qui n'épuise absolument pas la discussion qu'on pourra avoir par ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous, vous avez récupéré les 3 minutes. Non, mais tout va bien pour le moment sur le timing. On aura dans la seconde table ronde le moment où justement, c'est quoi un conseiller municipal. Peut-être le sujet a été posé au moment de la négociation, du débat sur faut-il réduire ou pas le nombre de conseillers municipaux. En fait, il y a nombre de sénateurs qui ont été sénatrices qui ont été maires et qui eux-mêmes se disaient mais en fait non, c'est pas possible en fait. Et certains disaient mais quand le conseil municipal fonctionne bien, comment on fait effectivement pour dire voilà, au prochain mandat il y en a 2 qui doivent partir et en fait ça a été vraiment posé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience. On parle peut-être pas beaucoup voilà, du rapport que peut avoir un maire avec ses conseillers municipaux, le fait qu'il faudrait effectivement sortir d'un mode de fonctionnement plutôt très présidentialiste et peut-être de trouver une forme collégiale, mais on a de part et d'autre par ailleurs de l'hémicycle des personnes qui oui, se rendent compte qu'il y a dans la pratique et dans l'exercice du mandat effectivement un sujet et qu'il faudrait trouver des solutions. Et je n'avais pas noté cette solution de Victor... Viktorovitch. Non, Clément Viktorovitch, ouais, c'est ça, que je regarde parfois, c'est assez truculent et c'est très intéressant. Solène, vous voulez rebondir et continuer à voilà, peut-être ajouter des éléments que vous n'avez pas eu le temps de dire tout à l'heure. C'est un sujet qui pourrait prendre des heures si on rentre dans le détail, donc je vais éviter quand même de rentrer dans les cas concrets qui ont amené à discuter. On parle dans les cas concrets ? Non. Non, l'idée n'étant... alors, c'est d'ailleurs, il y a captation des débats, parce que pour ceux qui n'ont pas pu venir, il y a une captation qu'on mettra en ligne, parce que je pense que c'est important, effectivement, de poser les sujets. Mais oui, l'idée n'étant pas de pointer voilà, des personnes en particulier ou de donner des cas très, très explicites, mais l'idée, c'est bien de pouvoir généraliser et d'en faire un fait politique, c'est-à-dire comment on peut apporter aujourd'hui des réponses à ces difficultés. Moi, je voudrais juste rebondir sur le statut de l'élu. J'ai étudié avec beaucoup d'attention toutes les propositions des différentes chambres. Et il y a quelque chose en fait qui me dérange un petit peu, c'est que, alors moi je suis très très attachée à ça, c'est qu'on oublie un peu la part de l'humain dans tout ça. On est encore sur du texte très législatif, on est encore sur de l'administratif où on va parler beaucoup de ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on ne va pas mettre en place des VAE pour obtenir l'expérience, voilà, pour la retraite. On va travailler aussi sur la protection fonctionnelle, peut-être qu'on va étendre aux conseillers municipaux. On va travailler sur le droit de garde, on va travailler sur tout ça. Mais on ne travaille pas sur ces nouvelles équipes qui arrivent. En fait, on est dans une bascule, on le voit au niveau de la société, on le voit aussi... Ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale où c'est plus du tout, ça fonctionne plus comme ça a fonctionné avant. On a une nouvelle génération qui arrive, qui est plus virulente, qui n'est pas forcément plus disciplinée non plus. C'est toute la société, en fait, ça reflète notre société. Aujourd'hui, on a des conseils municipaux qui sont plus les conseils municipaux qu'il y avait à une époque où il y avait ce respect, où on est dans des discussions qui sont beaucoup plus... Qui sont plus combatives, qui vont être... on a des oppositions aussi qui sont bien plus affirmées. On a une génération qui arrive qui est très très attachée à la loi et qui va aller titiller sur le moindre petit bout de texte. Et peut-être qu'il va falloir aussi travailler à discuter sur le fonctionnement interne d'une équipe et sur cette nouvelle façon, en fait, de mettre cette nouvelle génération à travailler ensemble. Et cette nouvelle génération, elle a été formée sur un système un peu,
on vient avec nos codes d'entreprise, avec nos codes de hiérarchie. Donc on s'imagine qu'il y a une hiérarchie quand on arrive en conseil municipal, qui n'existe pas pourtant. On pense, quand on est conseiller municipal, que l'adjoint est au-dessus de nous et que le maire est au-dessus de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on agit, donc parfois, on n'ose pas. Et quand on a un souci, on va s'adresser au préfet. Mais en fait, le préfet, il n'a rien à dire. Il a pas, mais c'est le réflexe, parce que quand on ne peut pas s'adresser au N+1, on va voir le N+2. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, il va falloir former en amont, parce que ça aussi, ça fait partie de la désillusion. Mais il va falloir aussi qu'on arrive à travailler ensemble. Parce que ces codes d'entreprise vont faire qu'une personne qui est chef d'entreprise va devoir accepter que le maire, qui lui est juste agriculteur, juste, c'est un très beau métier, hein, mais qui est agriculteur, qui n'a jamais géré une équipe, il faut qu'il apprenne. Et le chef d'entreprise, lui, il doit rester à sa place au sein du conseil. C'est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est toute cette part humaine de vivre ensemble et de travailler ensemble qui n'est jamais prise en compte et qui pourtant est la cause de plein de désillusions et de plein de conflits internes qui sont parfois extrêmement violents, hein, et qui méritent vraiment une attention, parce que ça aussi va faire que cette image de la politique qui devient différente, cette violence politique qui est médiatisée aussi et qui ne donne pas du tout envie, et cette violence envers les maires qui a été aussi extrêmement médiatisée, va faire qu'on va avoir du mal à faire venir des nouvelles personnes qui vont se dire, mais en fait, la politique, c'est extrêmement violent, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et puis, de toute façon, ils sont tous pourris, parce que ça, on l'entend. Voilà. Et on a réussi, bizarrement, dernièrement, à faire quelque chose de très négatif, c'est-à-dire que de mettre la politique locale, qui ne s'exerce pas du tout de la même façon, au même niveau que la politique nationale. Et on a mis une image extrêmement négative de cette politique locale. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler très rapidement, puisque c'est 2026, les élections. Et nous, on l'entend, en tout cas, moi, je l'entends dans ma campagne. Déjà, je passe pour une folle, parce que je me suis engagée en politique, hein, clairement. J'ai perdu énormément de contacts autour de moi, parce que ça n'intéresse plus les gens. Les gens n'ont pas envie d'en parler, mais ils n'ont surtout plus envie de s'engager. Alors, ils s'engagent autrement, ils s'engagent dans les associations, dans les syndicats, ils vont manifester, ils font des... Mais ils ne veulent plus du mandat, parce que le mandat, aujourd'hui, fait peur, parce qu'on n'a pas réussi à travailler cette part d'humain et on n'a pas réussi à communiquer sur ce qui peut, en tout cas, tout ce qui peut être positif dans l'engagement de la politique locale. Oui, merci. C'est important ce que vous dites, parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi ce facteur-là qui est exogène, mais qui démontre qu'il y a de toute façon effectivement un regard très critique sur aujourd'hui les élus, et puis enfin, le discrédit de la parole politique, lié peut-être parce que ce qu'on en montre dans les médias, ou voire même parfois la réalité locale, hein, où on voit parfois vraiment des batailles de chapelle qui existent, font que cette crise de vocation je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une crise de modèle vocationnel aujourd'hui qui se fait, mais aussi ce regard extérieur en disant mais voilà, pour faire de la politique aujourd'hui, c'est vraiment ou avoir les dents longues ou voilà, vouloir absolument avoir du pouvoir, ce qui en tout cas pour les élus municipaux sans délégation sont pas tant. Et je voulais rebondir aussi, moi c'est ce qui m'a le plus poser de problème en étant maire, c'était de me dire mais comment on arrive à animer, en fait, à porter des projets avec des personnes qui sont là pour des raisons différentes, qui ont des niveaux d'investissement totalement différents et sur lesquels on n'a aucun pouvoir, si ce n'est d'essayer de soulever l'enthousiasme autour de projets et de les faire participer. Alors Sylvie est arrivée elle était conseillère municipale dans mon équipe, et à un moment donné, voilà, c'est comment la motiver. Je lui dis tiens, il y a une responsabilité d'un syndicat, et donc elle y est allée, et elle s'y est saisie, et ça permettait, en fait, en tout cas pour moi, c'était une réponse pour permettre à ce que chacun puisse trouver sa place à partir du moment où il y avait vraiment des gens en demande. Mais c'est vrai que l'humain doit être présent. Ça veut dire qu'il faut être en effet à l'écoute et de se rendre compte que les leviers ne sont pas les mêmes que dans l'entreprise, et que on a des obligations en tant que responsable, animateur d'un exécutif. On a aussi des obligations, et on doit, comme dans l'entreprise aujourd'hui,
c'est encore beaucoup plus prégnant à ce stade, c'est de pouvoir respecter l'autre, faire attention à sa parole, à son positionnement. Et c'est vrai que voilà, il y a encore un peu de chemin à faire certainement. Et juste pour rajouter quelque chose, mais je pense que c'est dès la constitution de la liste en fait qu'on doit aller chercher les personnes qui sont réellement motivées. Parfois, il y a des constitutions de listes qui se font à la va-vite, donc on va mettre des noms de personnes qui ne sont pas forcément, qui vont dire bon, bah, je rends service, je me mets sur la liste, mais franchement, tu me mets en fin de liste. Et puis, et quand ils se retrouvent à siéger, ben, de toute façon, ils avaient déjà, dès le départ, pas du tout envie de siéger. Là, pour moi, ça me pose aussi un souci. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à travailler en amont de l'élection, en tout cas au moment de la constitution des listes, de façon à ce qu'on ait réellement des personnes, qu'on ne ferme pas la porte aux personnes qui ont envie d'y aller, sous prétexte que c'est pas... et c'est pour ça aussi que lors du débat qui a eu lieu sur la réduction des conseillers municipaux, il y avait aussi ce débat sur le scrutin de liste et la difficulté en fait d'aller dans les communes de moins de 1000 habitants faire un scrutin de liste alors qu'on n'était plus sur du panachage. Et l'avantage du panachage, parce que dans les petites communes c'est encore plus compliqué d'aller trouver quelqu'un pour s'engager, l'avantage du panachage c'est qu'on n'est pas sur une histoire de projet ou de politique, mais on est bien sur une histoire d'engagement personnel. Et ça permet à tout le monde quelque part d'y aller parce que et après on apprend à travailler ensemble, mais le travail ensemble peut se faire aussi. Il faut aussi accepter des opinions contraires. Oui, ça démontre débat. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on monte une équipe et de voir des gens barrés. Alors qu'il y avait vraiment un projet commun et des compétences qui tout d'un coup s'en vont. Et donc, du coup, et puis l'acte de voter qui est de barrer des noms, moi, me pose de plus en plus problème. Mais ce sera un sujet sur lequel, de toute façon, on aura à débattre collectivement parce que ça m'intéresse aussi d'avoir... Alors, mais pas aujourd'hui, hein, ce sera une autre... Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans une phase de débat, de questions-réponses. On a une petite demi-heure devant nous. Peut-être le temps que Avril nous rejoigne. Parce que j'ai pas pris le temps de regarder un petit peu la composition et du coup dans quel type de commune vous êtes. Donc entre 3005 et 10 000 et 20 000 et 50 000, donc plutôt des grandes communes, ce qui s'explique aussi sur la disponibilité, et peut-être que dans les communes de moins de 500 habitants, en fait, ça y est, la démotivation est déjà bien là. Peut-être ce que je souhaitais vous faire réagir, et le temps de pouvoir... que vous puissiez réfléchir aux questions que vous souhaiteriez poser, c'est que moi, je voulais faire peut-être un nuage de mots pour ressentir un peu la tendance et de voir, après 4 ans d'exercice, comment vous qualifieriez votre mandat. Comme ça, de manière très naturelle. Alors, il y a des QR codes pour ceux qui sont arrivés en retard, et vous pouvez participer et répondre si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Mais ça permet d'avoir un peu... comme ça, une idée générale. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir enchaîner sur la deuxième table ronde. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisés. Et puis, on continuera les échanges ensuite. Remercier donc nos 2 premiers orateurs. Et donc, nous allons enchaîner avec... oui, peut-être, comme ça, ils vont se rapprocher. Monsieur Yvon Rosconval qui vient nous rejoindre, et Catherine Candelier qui est déjà présente à cette table. Alors, on a regardé un peu la qualification, les mandats. Hein, beaucoup frustration. Déception, frustration, ce qui démontre que quand on est frustré, c'est qu'il y a encore une envie, quoi, qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que moi, je ne suis pas trop inquiète sur la crise de l'engagement. Je pense qu'on est beaucoup de citoyens et de citoyennes qui avons envie de s'investir pour le bien commun, pour l'intérêt général. Maintenant, à nous de trouver les solutions et de faire en sorte que les choses puissent mieux se faire. Alors, Madame Candelier, asseyez-vous à côté de moi. Madame la sénatrice,
Donc Catherine Candelier, que je connais depuis un certain nombre d'années, c'est un petit peu ma tutrice dans le parti dans lequel je suis. Et j'ai l'autre tuteur qui est pas très loin d'ailleurs. J'ai vu, ils sont là pour me surveiller, je crois. Donc Madame Candelier, Madame Candelier, qui est présidente de la Fédération des élus verts et écologistes. Tout récemment, depuis août dernier, qui est conseillère municipale à Sèvres dans l'opposition dans les Hauts-de-Seine, depuis très longtemps, et qui est également une ancienne conseillère régionale d'Île-de-France. Et Monsieur Yvon Rosconval, qui est conseiller municipal à Triel-sur-Seine dans les Yvelines et qui est fondateur du collectif 78 des élus locaux minoritaires. Vous travaillez depuis quelque temps sur les questions du statut de l'élu et du fonctionnement démocratique justement local. Et l'idée est de lancer cette table ronde sur les solutions. Et puis voilà, on aura encore un temps d'échange. Alors Catherine, c'est intéressant parce que du coup la question à un moment donné a été abordée, mais peut-être tu souhaitais intervenir pour redéfinir en fait quel est aujourd'hui le rôle d'un conseil municipal dans une assemblée locale et surtout dans un contexte de démocratie locale qui, comme nous l'avons vu, est dégradé. Oui, merci Ghislaine et à son équipe pour ce colloque, et puis parce qu'effectivement ça permet qu'on se pose un peu et qu'on échange, y compris si on n'a pas les mêmes idées politiques nationales. Souvent on subit les mêmes affres quand on est conseiller municipal sans délégation. Alors je me présente, enfin tu l'as fait, mais donc sur la Fédération des élus verts et écologistes, j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps. Donc je suis effectivement conseillère municipale à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, qui est un département comme les Yvelines, qui est bien connu pour ses pratiques très démocratiques. Je fais beaucoup d'humour quand je parle, donc n'hésitez pas. Donc depuis longtemps, depuis 2001, sans discontinuer, et puis j'ai en plus une expérience antérieure au siècle dernier, puisque j'étais conseillère municipale aussi dans la même ville, pareil dans l'opposition, entre 1989 et 92. Donc j'étais à l'époque la plus jeune élue d'opposition d'Île-de-France. Voilà. Donc effectivement un tout petit peu d'expérience. Et peut-être je souhaitais commencer peut-être en complétant le titre du colloque, rôle-place. J'avais envie d'y rajouter utilité, parce qu'il me semble que si on commence par définir à quoi doivent être utiles ces conseillers municipaux, alors on pourra leur donner un rôle et une place dans le fonctionnement démocratique. Quelques éléments peut-être pour rebooster un petit peu nos collègues que je sens déprimés autour de la table, et c'est normal, vous arrivez à un moment un peu plus de mi-mandat et un peu fatigué. J'ai vu les mots là qui ont été exprimés, c'est exactement ça. On est au moment où il faut vous rebooster, chers collègues. Et donc, se redire, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller municipal, une conseillère municipale? J'éviterai de féminiser à chaque fois, mais sachez que c'est toujours bien dans ma tête. Donc c'est d'abord évidemment la volonté de s'engager au service de l'intérêt général, au service de nos concitoyens. Ce que je dis peut paraître évident, mais ça fait tellement bien de se le redire et de se le répéter. Et cet engagement, il est bien souvent bénévole, on est très peu ou quasiment peu à être indemnisé, donc c'est désintéressé, et effectivement, on ne compte pas nos heures. Alors, on candidate au démarrage seul ou avec une équipe, sur un projet, sur des idées, sur des envies pour sa commune, et tout ça, cette vision du territoire qu'on a pu développer avant d'être élu, eh bien, il faut la conserver pendant les 6 ans. Ça aide beaucoup à... voilà, on a été élu sur un projet, il ne faut pas l'oublier. Je vous entendais tout à l'heure, j'entendais Solène parler d'engagement personnel, pas que, mais aussi parce qu'on a un projet à défendre, une vision. Donc je pense aussi que notre engagement, il est lié aussi à ce projet.
Et il me semble aussi que le terme conseiller municipal, il faut vraiment le remettre dans son sens premier. Moi, je suis là pour conseiller le maire, parce que je suis élu au même titre que lui, que je représente moi aussi la population, et en plus, je suis une vraie experte de mon territoire. Ces mots-là, je me plais souvent à les dire à mon maire, qui n'apprécie vraiment pas, mais autour de la table, je lui dis, mais monsieur le maire, vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique, vous n'êtes pas mon chef. Moi, je suis désigné par la population pour faire finalement le même boulot que vous. Je suis là pour défendre des propositions, on n'est pas d'accord, on en discute, mais s'il vous plaît, pas de condescendance. C'est compliqué dans leur tête. Alors, notre rôle, il est multiple. On est le relais de préoccupation des concitoyens et donc on est censé être force de proposition au conseil municipal pour prendre en compte ces préoccupations. À l'inverse aussi, on est là pour les informer de ce qu'il se passe au conseil municipal. Donc, on a un rôle de contrôle, ça a été un peu dit tout à l'heure. Et finalement, sans nous, les conseillers municipaux, il n'y aurait aucune transparence dans la gestion des affaires publiques au niveau local. Donc on est un élément essentiel de la démocratie, de la transparence et du fait que nous vivons dans un État démocratique. Enfin, on essaye d'être démocratique. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous dit le droit actuel sur ce rôle, sur ce statut ? Tout ça, c'est résumé dans une seule phrase du Code général des collectivités territoriales, c'est « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Point. Pas beaucoup plus. En gros, on a un seul devoir dans ce Code général des collectivités qui nous est imposé par la loi, c'est de tenir un bureau de vote. Et si jamais on refuse, on est démis de nos fonctions. L'autre obligation qui s'impose à nous, qui n'est pas dans le Code général des collectivités territoriales, c'est le fait de devoir, le cas échéant, recourir à l'article 40 du Code de procédure pénale, du fait de notre position d'élu. Mais bon, je vous rassure, c'est pas tous les jours non plus, heureusement. Alors, on a aussi des droits, je les cite rapidement, accès à des informations pour comprendre ce qu'on vote, s'exprimer, poser des questions, déposer un vœu, avoir un espace d'expression dans les publications de la ville, avoir éventuellement un local et bénéficier de formation. Et puis, ça a été rappelé, en dehors du code des collectivités, on a le droit de saisir le préfet pour un petit contrôle de légalité qui ne fait jamais de mal, et, enfin, en tout cas, qui, à nous, ne nous fait jamais de mal, qui fait peut-être même plaisir. Et si ça ne marche pas, on peut aller au tribunal administratif, contester une délibération, et on a un intérêt à agir immédiat. Il faut qu'on se le rappelle aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas à démontrer notre intérêt à agir. On est automatiquement reconnu en tant qu'élu pour ça. Alors, ça, c'était le pays de la théorie. Maintenant, on ne vit pas dans le pays de la théorie, on vit dans un pays de la pratique. Et c'est quand même beaucoup moins facile que tout ce que je viens de dire, où ça serait vraiment merveilleux, parce que ensuite tous ces droits sont encadrés de façon plus ou moins libérale dans le règlement intérieur du Conseil. Alors ce règlement, il est voté en tout début de mandat, vous le savez, et si vous n'avez aucune expérience, que c'est votre premier mandat, vous risquez de vous faire un tout petit peu avoir sur quelques dispositions. Voilà. Alors ensuite, il y a l'application de ces droits, et ça, finalement, ça se fait à coup de jurisprudence, notamment pour ce qui concerne le droit d'expression des élus qui n'appartiennent pas à la majorité. Et donc ces droits se sont construits au fur et à mesure de recours de collègues qui, au fur et à mesure, ont pu asseoir quelques principes. Alors, avec la pratique, on se rend compte finalement, ça a été dit, mais il faut réinsister peut-être, que le rôle et la place du conseiller municipal, sans délégation, sont quasiment à la main
du maire et de sa majorité. Et j'allais dire, en fonction du respect ou pas des personnes qui leur font face dans un conseil municipal, le rôle et la place du conseil municipal, ils sont plus ou moins confortables et plus ou moins agréables. Alors, je crois qu'effectivement, si nos droits étaient approfondis, on perdrait vraiment beaucoup moins de temps et d'énergie à les faire respecter. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et puis, je m'arrête là pour la partie diagnostic, pour ensuite essayer de tendre vers des solutions. Parfait, merci. Et donc, Yvan, peut-être enchaîner sur la démocratie locale. Très concrètement, de quoi a-t-elle besoin aujourd'hui dans notre contexte ? De quoi elle a... Enfin, moi déjà, je voudrais te remercier pour l'organisation de ce colloque. Ce qui me frappe depuis la création du collectif il y a un peu plus d'1 an, c'est l'espèce d'omerta politique qui existe sur le sujet de la démocratie locale. Je m'excuse de mettre les pieds dans le plat, mais bon, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On a rencontré pas mal de parlementaires, y compris des présidents de chambres. Finalement, on est accueillis de manière très sympathique. Tout le monde est plutôt bienveillant. Certains ne nous répondent pas d'ailleurs, mais bon, ceux qui nous accueillent, c'est plutôt sympathique. Certains découvrent la situation. Ils ont été élus directement députés, sans passer par la case collectivité locale. Mais bon, ça les éclaire sur la situation. Et globalement, quand on les quitte, j'ai l'impression que le dossier démocratie locale passe dans les archives, et puis il n'y a plus grand-chose derrière, on n'a plus trop de contacts. Donc je trouve assez courageux de ta part d'organiser effectivement cet événement aujourd'hui, parce qu'il y a véritablement une volonté d'avancer sur le sujet, d'autant qu'on est quand même à la croisée de chemins qui sont quand même assez importants, avec une perspective de décentralisation. Il y a quand même eu le rapport Wörth qui proposait 51 mesures sur la décentralisation. Dans les 51 mesures, aucune ne portait sur le fonctionnement démocratique des instances locales, ce qui est quand même assez inquiétant. Alors, du côté des politiques, des partis, des mouvements, on parle beaucoup de démocratie dès qu'il s'agit de démocratie participative, mais finalement on s'aperçoit que la démocratie participative, voire la démocratie directe, patine parce que la démocratie représentative, qui est le socle, ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas s'attendre à des transformations de ce point de vue-là. Donc globalement, tout le monde se satisfait d'une situation qui date depuis 1982, parce que globalement, la démocratie locale n'a pas avancé depuis les lois de Ferme. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui, que ce soit sur le statut de l'élu ou celle qui a été rejetée hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, bon, enfin, le plus important, c'est qu'elle a été rejetée. Les solutions qui sont aujourd'hui proposées, elles s'attaquent plutôt aux symptômes qu'aux causes. C'est-à-dire, bon, il y a un malaise chez les élus, bon, on va y répondre, allez, on vous met une indemnisation supplémentaire et puis ça devrait aller mieux. Ça renvoie quand même en plus une image de l'élu qui n'est pas forcément très flatteuse, je trouve, dans la période. Et vis-à-vis de l'opinion publique, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure du tous pourri, ça renvoie aussi l'image de, tiens, ils ont des problèmes de sécurité, ils vont disposer de certaines mesures qui leur permettra d'être mieux protégés, ils vont disposer d'un peu plus de rémunération, tant mieux pour eux, mais nous, pour l'instant, on a des problèmes de pouvoir d'achat, donc ça renvoie en plus une image du politique qui n'est pas très heureuse. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, le débat mérite d'être posé, d'aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui, et les solutions, il y en a qui existent. Je veux dire, il y a différentes associations d'élus qui ont planché sur le sujet. Le premier, c'était évoqué tout à l'heure, c'est déjà le respect de la loi. Et comment on garantit le respect de la loi ? Il y a X mesures aujourd'hui, que ce soit sur le droit à l'information via les outils numériques, qui ne sont pas respectés. Il y a l'obligation de mettre en ligne sur les sites de la mairie, le site de la mairie, toutes les décisions du maire. On s'aperçoit que dans nombre de communes, alors on a réalisé un baromètre à l'échelle du département, on s'aperçoit que dans 50% des communes, c'est pas réalisé. Donc il y a aussi une obligation de la part du législateur à un moment donné de vérifier que la loi est bien appliquée et d'évaluer effectivement la mise en œuvre de la loi.
Ce qui n'empêche pas par ailleurs de continuer à légiférer à tour de bras et se dire, bon, peut-être qu'ils vont se calmer, mais en attendant, la loi n'est pas très efficace et ça ne renvoie pas non plus une très bonne image de ce point de vue-là. Après, les axes d'amélioration, je pense qu'ils portent sur l'accès à l'information. Ça a été dit à plusieurs reprises. Bon, alors ça peut être les obligations faites auprès de rendre, je dirais, les décisions de la CADA obligatoires et de contraindre effectivement le maire à y répondre. Mais là encore, c'est la loi et sera-t-elle appliquée? C'est d'agir sur la communication parce que j'avais, il n'y a pas très longtemps, une élue de Bois d'Arcy qui m'appelait pour me dire que le règlement intérieur va évoluer dans leur conseil municipal. Ils vont passer de 1200 signes pour la tribune dans le magazine municipal, ils vont passer de 1200 à 330. Ouais. Voilà, non mais je veux dire là aussi, et même si quand on est à 1200, ça veut dire quoi que quand l'opposition ne dispose de même pas 1% du contenu du magazine municipal. Enfin là aussi, en termes de démocratie, ça renvoie quand même une image qui est assez détestable. Il y a la question des moyens sur lesquels il faut agir. Alors il y a la mise à disposition de dotations de fonctionnement, par exemple, qui pourrait être envisagée et qui serait simple à mettre en œuvre, qui permettrait au moins aux élus, quels qu'ils soient d'ailleurs, de la majorité ou de l'opposition, et ça sera en toute transparence, d'avoir les moyens financiers pour fonctionner. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'en profite pour dire qu'on a aussi réalisé dans notre baromètre, on a posé la question sur les moyens consacrés par les élus à leurs frais de fonctionnement. On tourne à 300-350 euros par élu en moyenne sur un an. Donc il ne faut pas non plus s'étonner si des catégories socio-professionnelles les moins favorisées ne s'engagent pas non plus dans un mandat. Sachant que le temps qu'on y consacre quand on est élu d'opposition, c'est 3,5 jours par mois. Ce qui est quand même relativement conséquent parce qu'un élu d'opposition, s'il veut pouvoir remplir son rôle en conseil municipal, il doit être généraliste. Donc il doit toucher à... Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre le truc. Donc il doit connaître tous les dossiers. Donc ça veut dire qu'il y a une question qui est posée aussi autour des moyens et que les élus d'opposition doivent disposer à égalité de traitement, équité de traitement, des moyens pour pouvoir exercer leur mandat. Puis il y a la question du pouvoir d'intervention. Aujourd'hui, on n'a aucune action possible sur l'ordre du jour. Et là aussi, il devrait y avoir des mesures qui devraient être proposées dans ce sens-là et qui permettent régulièrement de pouvoir pointer, effectivement, poser des questions à l'ordre du jour du conseil municipal, voire être partie prenante du bureau. Je veux dire, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous êtes membre du bureau, que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, vous êtes membre du bureau et au moins sur le fonctionnement de l'instance, il pourrait y avoir des propositions qui soient faites dans ce sens-là. Je veux dire, et puis, dernier aspect, c'est il faut arrêter aussi de fantasmer sur les préfectures. Aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a clairement expliqué la situation. Elles sont à l'os. Il n'y a plus de moyens aujourd'hui pour fonctionner. Donc, y compris les maires, quand on leur dit « Attendez, on va écrire au contrôle de légalité », vous allez voir, il a la banane. Il sait pertinemment quel est le destin qui est réservé au courrier qu'on va adresser au préfet. Dans différents baromètres que j'ai pu réaliser, on s'aperçoit que sur 3 courriers adressés au préfet, seulement un fait l'objet d'une réponse et bien souvent on y retrouve les éléments de langage du maire. Donc ça limite effectivement les possibilités d'intervention, mais ça veut dire qu'il y a aussi, si on veut que la démocratie fonctionne, il faut y mettre les moyens à un moment donné. Et on ne peut pas se contenter d'avoir des préfectures aujourd'hui qui ne peuvent pas remplir leur rôle. Donc la question aussi qu'il faut se poser, c'est celle des moyens. Et puis, dernier point, bon, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est celui de la gouvernance. Le fait de parlementariser les communes me semble quelque chose d'essentiel. Les maires, alors on parle d'hyper-présidentialisation au niveau national. Au niveau des communes, je ne sais pas comment le qualifier, mais on est dans une situation où le maire concentre tous les pouvoirs, y compris celui de destituer un adjoint du jour au lendemain parce qu'il ne lui a pas dit bonjour dans le couloir. Il n'a même pas besoin de le justifier. Donc il y a un vrai boulot à faire sur la gouvernance. Et moi, je pense que si on veut bousculer l'édifice, je ne suis pas loin de rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure sur le mode de scrutin. Il y a un rééquilibrage des rapports de force qui doit être envisagé au sein des conseils municipaux. On a fait des simulations, nous, au niveau du collectif, on avait travaillé dans un premier temps sur une proposition autour de la prime majoritaire à 25%. Très honnêtement, quand on fait les simulations,
ça change très peu la donne. Ça change très peu la donne. Donc ça va permettre au maire de continuer à exercer son mandat comme il le souhaite. Je pense qu'à un moment donné, il faut effectivement se poser la question de la proportionnelle, mais au-delà de la prime majoritaire, se poser effectivement cette question-là. Et c'est un peu le sens de ce que propose notre collectif, c'est de dire... Nous, on en a marre d'entendre des gens commenter ce qui se passe dans les conseils municipaux, de parler de démocratie locale, de députés qui ont la bonne solution, y compris d'ailleurs certains qui siègent au conseil municipal de Lille, qui devraient pouvoir pourtant tirer des enseignements et considérer qu'au-delà du statut de l'élu, il y a peut-être d'autres choses qui seraient plus pertinentes à faire sur les problématiques de démocratie locale. Je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table, y compris avec des chercheurs, y compris avec des élus nationaux, avec des élus locaux, avec toutes les associations d'élus, et qu'on fasse enfin un diagnostic de la démocratie locale, de l'état de la démocratie locale dans ce pays. Mais vraiment un diagnostic qui soit partagé, qui soit documenté, et qu'enfin on puisse légiférer en toute connaissance de cause. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on légifère dans l'urgence. On légifère dans l'urgence sans véritablement se poser poser le diagnostic, voire se tourner aussi vers d'autres démocraties qui ne sont pas très éloignées des nôtres, de la nôtre, pour voir quels sont les fonctionnements pertinents qu'il peut y avoir, comment on peut effectivement améliorer les choses, et puis se poser la question de l'engagement des jeunes au sein de ce type d'instance. Mais après, je ferai court, voilà. Je te promets. Voir comment on peut aussi rapprocher aujourd'hui des populations qui sont éloignées de l'engagement. Il y a un vrai sujet, je trouve, autour de cette question-là, et je finirai là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, on a beaucoup d'observatoires, on observe tout. Alors, mais dans tous les domaines, hein. J'ai même repéré un observatoire de la pratique du face-nose. Donc, on observe tout. On observe tout, sauf la démocratie locale. Et je trouve que c'est symptomatique de cette volonté de ne pas s'engager sur cette question-là. Et j'en ai fini. Eh bien, merci Yvan, et je pense qu'effectivement on va reparler de cet observatoire. Peut-être Catherine, alors ou en réaction, ou peut-être toi aussi, voir voilà, quelle proposition concrète d'amélioration tu pourrais mettre sur cette table, comment contribuer à ce débat. Alors, effectivement, quelques pistes d'amélioration, sachant que je me suis auto-censurée parce qu'on pourrait y passer au moins une journée entière. D'abord, peut-être la nécessité pour les élus de se retrouver dans un collectif. On l'a dit tout à l'heure, fut un temps où les syndicats, les partis politiques, certains continuent, moins d'autres, étaient quand même formateurs à la citoyenneté, au débat, à l'envie de s'engager. Bon, voilà, il y a une perte d'influence, donc il faut essayer de trouver d'autres collectifs. Ça peut être des collectifs citoyens aussi, qui font un peu ce boulot-là. Mais donc c'est l'heure de la pub pour la Fédération des élus verts et écologistes que je préside. Non, pour dire que c'est important d'adhérer à un collectif, donc quel qu'il soit, voilà. Juste, donc la FEV, c'est un réseau d'environ 1000 élus de tout niveau de mandat. Donc Madame Sonnet est adhérente de la FEV, ce qui nous permet donc d'avoir aussi une vision transversale et multiniveau de l'action publique et d'échanger entre nous, et aussi on est donc aussi sur l'ensemble du territoire français, et c'est une association qui est ouverte à l'ensemble des élus qui ne sont pas encartés, qui partagent un peu la philosophie de l'écologie politique, mais donc you are welcome, voilà. Et en plus on n'est pas cher, donc n'hésitez pas. Et Antoine est là-bas, notre chargé de mission. Vous pouvez aller le voir pour lui demander plein d'infos. Alors non, mais c'est important de se retrouver pour réfléchir ensemble, pour mutualiser.
Ça fait gagner énormément de temps aussi. Quand on est élu d'opposition, tu viens de le rappeler, on a peu de temps. Et donc, le fait d'avoir accès à des ressources de collègues, quand même, ça peut évidemment aider. La seconde piste qu'il faudrait qu'on creuse, mais je ne sais pas comment, c'est le fait d'avoir des majorités municipales qui soient soucieuses d'un débat démocratique au sein du Conseil. Et d'ailleurs, moi je pense que si le maire respecte les minorités du Conseil municipal, on peut lui donner gage que, en gros, il va respecter la population. Dans le cas inverse, on peut avoir des gros doutes et en règle générale, les maires qui maltraitent leur opposition au sein d'un conseil municipal, c'est souvent les mêmes qui ne consultent jamais la population pour quoi que ce soit ou alors qui font des fausses consultations de façade et donc la démocratie locale, elle n'existe en fait de fait pas. Et puis, il y a la qualité du débat démocratique. Ça ne peut pas être couper le micro des opposants de façon systématique. Ça ne peut pas être des phrases assassines. Je la cite parce qu'elle est réelle et qu'elle m'est tombée dans les oreilles il y a à peu près un an. Madame Candelier, on espère que vous ne gérez pas votre budget personnel comme vous souhaiteriez gérer le budget de la ville. Bon, ou alors, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas capable de comprendre puisque vous avez un profil et des idées qui ne me ressemblent pas. Ça, je pense aussi que si on arrêtait, enfin nous non, parce que nous on est gentils dans l'opposition forcément et qu'on n'ose pas faire ce genre de choses, en tout cas pas moi, je pense aussi qu'on apaiserait le débat dans notre pays. C'est-à-dire qu'un conseil municipal devrait donner l'exemple de ce que doit être un débat démocratique. Or, avec des telles pratiques de violence verbale, de vexation, une collègue me disait il y a peu de jours, j'ai même pas d'adresse mail de la ville. En début de mandat, on m'a pas donné un point, je vais le citer, boulognebillancourt.fr. C'est une ville de 110 000 habitants. Et on ne va pas me dire qu'il n'y a pas les moyens de créer une adresse mail pour l'ensemble des élus. Enfin, non, mais voilà. Bon, bref. Donc déjà, si ça se passait mieux au sein de l'hémicycle municipal, je pense que ça serait déjà apaisant pour l'ensemble de nos concitoyens. Ensuite, il y a des pratiques complètement délirantes qui sont de livrer à 48 heures ou 72 heures d'un conseil municipal un document de 600 pages très technique, genre un plan de mobilité de la région Île-de-France. Voilà, c'est du vécu, hein, vous le comprenez bien. Donc évidemment, on n'a pas le temps d'étudier le dossier, donc évidemment, voilà, voilà, on ne peut pas poser de questions, on ne sait pas à quoi on a affaire. Bon. Et puis, on rêve effectivement souvent que les commissions municipales servent à quelque chose. Voilà, parce que, bon, quand même, on a travaillé le dossier, on arrive, on pose des questions, on aimerait bien avoir des réponses. Alors on nous dit, on vous les donnera plus tard. Oui, mais non, jamais, le plus tard n'arrive jamais. Donc tout ça est décourageant. Voilà, donc c'est vraiment dans les pratiques parce que le droit existe, mais en fait c'est la façon dont on utilise ce droit qui facilite ou pas l'exercice de nos mandats. La troisième piste, ça a été dit tout à l'heure, c'est bien entendu l'amélioration de la représentativité des conseils, au sein des conseils municipaux, parce qu'on ne peut plus fonctionner sainement avec la prime majoritaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Moi, je ne sais pas comment expliquer à mes concitoyens que 30% des votants, ça fait 15% des conseillers municipaux à la fin. Et ce qui est encore pire, notamment à cause de la période Covid, rappelez-vous qu'on a eu très très peu de participation au mois de mars 2020 parce que les gens avaient peur, etc. Dans ma commune, c'est 23% des inscrits qui, au final, représentent 83% des membres du conseil municipal. Donc il y a un truc qui ne va pas.
Donc on peut en parler aussi au niveau national, mais je trouve qu'il y a une petite redondance. Alors, moi je suis persuadée qu'effectivement, si on veut revigorer la démocratie locale, il faut faire en sorte que nos conseils municipaux reflètent vraiment la diversité des opinions. On devrait réouvrir le débat sur la démocratie intercommunale, mais on n'a pas le temps, mais c'est un vrai sujet. Quatrième piste, le renforcement de l'information, des droits des conseillers en matière d'information. Le conseil délègue, ça a été dit, tout un tas de compétences aux maires en début de mandat. On nous rend compte des délégations a posteriori. Et à chaque fois, c'est un peu de façon laconique. Comme je suis un peu pénible, moi je demande ce que c'est que cette délégation, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'en gros on vous dit le maire a acheté des œuvres d'art. Oui, mais lesquelles, pour combien, à qui? Bon, donc je fais un mail pour dire est-ce que bonjour monsieur le directeur général des services, allons-y, donnez-moi le truc. Amusement, on me donne que la décision, on me donne pas les annexes, donc je refais un mail, enfin voilà. Donc il y a vraiment des choses comme ça, où si c'était déjà prévu dans le Code général des collectivités qu'on nous donne dès le départ tous les documents, ça irait bien mieux. Et puis, il y a beaucoup de choses effectivement qui sont prévues dans le Code général des collectivités, mais il n'y a pas la sanction derrière, je le redis. Par exemple, organiser un débat annuel sur la formation des conseillers municipaux. Depuis 2022, c'est obligatoire. Voilà, je regarde autour de la salle, personne n'a jamais eu ce type de débat, c'est dommage. Voilà. Cinquième piste, le droit à la formation. Ça s'est amélioré ces dernières années, mais c'est encore peu pratiqué par les collègues, par manque d'énergie, par manque de temps, parfois par manque de moyens. Moi, je plaide vraiment pour renforcer, parce que la gestion municipale s'est réellement complexifiée ces dernières années. Et puis, aussi, c'est parce que c'est un bon moyen de rencontrer des collègues et de discuter de plein de sujets et de se remotiver pour repartir au combat. Protection fonctionnelle pour tous les élus, indemnité pour tous les élus sous condition de présence effective, ça améliorerait quand même l'attractivité. Je m'arrête là avec une piste qui n'a pas été beaucoup explorée, qui est un peu baroque, j'avoue. Voilà, les sapeurs-pompiers volontaires ont un statut un peu particulier qui fait que les entreprises les lâchent, les administrations les lâchent pour aller éteindre un incendie, pour aller porter secours. Et voilà, il y a tout un système un peu spécifique. Et les entreprises et les administrations sont toutes hyper fières d'avoir dans leurs effectifs des sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi les conseillers municipaux ne seraient-ils pas un peu les sapeurs-pompiers volontaires de la démocratie locale, et pourquoi est-ce qu'on ne leur accorderait pas une espèce de statut qui ferait que leurs entreprises, leurs administrations diraient nous, on est des gens citoyens, on permet à d'autres citoyens d'aller s'occuper de l'intérêt général au service de l'ensemble de la population. Et j'en arrête là. Merci Catherine. Yvon, tu veux compléter? Ouais. Alors je vais pas faire de pub pour notre collectif. Hein, loin de... Ouais. J'ai pas fait de pub pour mon asso. Je pense que on a... quand on a créé le collectif, moi j'ai eu pas mal d'élus au téléphone, il y a eu un moment de respiration quand les gens m'ont dit « Ah, enfin, il se passe quelque chose, on va s'organiser, on va se retrouver ensemble ». Et il y a un vrai besoin de sortir de sa commune, parce que c'est vrai que si on focalise sur ce qui se passe dans sa commune, c'est plus un collectif qu'il faut, c'est une cellule d'assistance psychologique, parce que là, ça devient dur à vivre. Aujourd'hui, bon, je pense que sur les éléments de constat, on est plutôt en phase, on sent qu'il y a pas mal de choses qui convergent. Il y a une fenêtre de tir qui sont les élections municipales. Moi, je pense que les politiques commenceront à bouger à partir du moment où l'opinion publique prendra la mesure de ce qui se passe aussi derrière la façade de la mairie, parce que la plupart des personnes avec qui on discute, d'ailleurs, moi en tant qu'élu, avant d'être élu, je veux dire, la réalité de l'état de la démocratie locale,
je veux dire, je lisais les études du CEVIPOF, le maire, super bien coté, tout va bien. Donc on a le sentiment que tout va bien dans le meilleur des mondes et on va voter tous les 6 ans en considérant que... Et je pense qu'on n'est pas, entre chaque élection, on n'est pas vraiment audible. Et là, il y a une fenêtre de tir, je pense, au moment dans la perspective de cette campagne électorale, pour porter aussi le message, alors auprès des listes candidates, mais surtout auprès de l'opinion publique pour dire, attendez, vous allez voter, sachez comment fonctionne aujourd'hui une commune et comment elle dysfonctionne sur le plan de la démocratie. Je pense que là, il y a peut-être une fenêtre de tir qu'il va falloir utiliser. Et je reprendrai l'exemple tout à l'heure des débats politiques au sein du conseil municipal. Il y a une disposition qui était plutôt intéressante, qui a été mise en œuvre récemment, qui est le débat de politique générale. Quand on a fait l'état des lieux de comment ça a été mis en œuvre, mais les maires étaient comme une poule avec un couteau, quoi, complètement désemparés par rapport à... Et combien y a-t-il eu de débats de politique générale dans les conseils municipaux? Très peu. Alors que c'est vraiment un moment de démocratie où on peut échanger sur les projets. Bon, ben, on voit bien que là aussi, c'est les limites de la loi. C'est-à-dire la loi vous propose d'eux, mais finalement, c'est très peu relayé, très peu mis en œuvre. Donc, je pense qu'il faut effectivement aussi contraindre, à un moment donné, par la loi, obliger les maires à un moment donné à bouger. Mais après, je ne veux pas non plus, à travers mon propos, stigmatiser les maires. On a tous en tête des élus qui ont été dans l'opposition avant 2020, qui ont été élus maires, et qui ont une fâcheuse tendance à oublier ce qu'ils revendiquaient quand ils étaient élus d'opposition, et qui ont par contre une fâcheuse tendance à reproduire, voire à accentuer ce qu'ils dénonçaient quand ils étaient élus d'opposition. Donc ce qui prouve bien que c'est le système aujourd'hui qui dysfonctionne, et ce ne sont pas les personnes qui naturellement seraient perverses et auraient décidé de trucider les pauvres élus d'opposition, quoi. Voilà ce que je voulais dire, mais plutôt d'accord sur l'idée du statut de l'élu, mais plus sous l'angle mise à disposition, ce genre de choses, bon, comme c'est fait pour les sapeurs-pompiers. Encore faudrait-il que les entreprises prennent la mesure que l'engagement politique, ça vaut, et symboliquement c'est aussi fort que celui des sapeurs-pompiers. Il y a un travail à faire, je pense, de ce point de vue-là. Alors, je vais prendre les questions et puis je te donnerai la parole, Solène. Moi, je voulais à ce stade peut-être alors faire l'avocat du diable parce que j'aime assez ça. Enfin, moi qui étais maire du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on a une pression énorme, hein, une très grande responsabilité. En règle générale, quand les concitoyens ne sont pas contents, c'est directement voir le maire pour exprimer son mécontentement. Et on a aujourd'hui, à mon sens, et ça a été dit tout à l'heure, une technicité de plus en plus importante, une injonction à répondre à tout. Et il est clair que notamment, alors moi je témoigne dans les petites communes, je pense que le CGCT, les règlements intérieurs, la transmission des documents, ça se font normalement dans les plus grandes communes. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir, en tout cas lorsqu'il y a des alertes de la part des conseillers municipaux, il devrait y avoir une action immédiate en fait. Et c'est même juste une prise de conscience, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est maire, on représente finalement l'exercice démocratique de manière très, très pratique. La réalité, beaucoup dans les petites communes, c'est que tout est dépolitisé. Et le maire, d'une manière globale, dépolitise également son action, met en place des politiques publiques, mais il sait très bien, enfin moi c'était mon cas, que dans mon conseil municipal, avec qui ça fonctionnait très bien, on n'était pas tous écologistes de gauche, et donc il fallait, en tout cas, et moi ça a été l'exercice que j'ai exercé en fait, c'était comment donner la place à chacun pour que justement on ne rentre pas dans des batailles purement dogmatique ou partisane, mais qu'on essaie bien de construire un projet collectif. Et je crois que dans le ressenti en fait d'un certain nombre de maires, hein, avec qui je discute, je suis aussi parfois très étonnée de la manière dont la violence qu'ils ressentent face aux agressions
des élus d'opposition qui, ils me disent, la moindre phrase, le moindre truc, ça prend des proportions énormes, le préfet est saisi, la CADA est saisie, je suis au théâtre. Enfin, il faut aussi renverser ce regard, parce que la réalité, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement, de part et d'autre, de toute façon, des élus qui sont très sollicités, qui, d'une manière générale, sont épuisés, parce que la charge devient de plus en plus importante, alors que les moyens le sont moins. On a parlé des préfectures. Enfin, moi, j'ai vu vraiment, en 2008, j'ai été élue de 2008 à 2020. 2020, d'ailleurs, c'est assez rigolo, mais j'en prends conscience maintenant. Je disais... voilà, je suis de toute façon moi contre le cumul dans le temps. Je pense que je me rendais compte que en tant que maire, en fait, on prend des automatismes. Il y a des choses qu'on ne remet plus en cause, il y a des idées, il y a même parfois des projets, des idées qui nous viennent, et quand on voit le temps et l'énergie qu'il va falloir passer pour porter ces projets, bah, finalement on dit bon bah ok, enfin moi d'ailleurs c'était même mon conseil municipal, quand je faisais, il y avait tout le monde qui disait oh non, c'est pas vrai. Très souvent. Mais il y a vraiment aujourd'hui en fait une complexité qui se fait, et des préfectures qui ne sont plus là. Moi en 2008, je ne connaissais strictement rien, j'ai été élue maire, et dès que j'avais un doute, j'appelais les services de la préfecture, le contrôle de la légalité, qui me disait bon bah voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et donc on a cette difficulté, je pense, de part et d'autre. Et je voulais quand même ici l'exprimer, parce que je pense qu'il était important, il est important en tout cas que les choses soient dites, que en tout cas le mal-être ou le malaise, je pense, a été exprimé, et je voulais, moi pour ma part, exprimer aussi le malaise parfois des maires qui se retrouvent aussi dans des confrontations où souvent ils sont perdus, et de plus en plus avec l'intercommunalité. Ils arrivent avec 60, 80 dossiers sur lesquels, quand on est particulièrement maire d'une petite commune, bon, c'est un peu complexe. On a eu de très longs débats sur la CLECT. Quand on débarque, quand on a un petit budget et que tout d'un coup on est en train de nous parler de transfert de charges, de compétences, enfin bon, tout ça a été très complexe. Et ça aussi, ça crée forcément des tensions, parce que bien souvent l'opposition peut les interroger sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement. Et que donc, humainement, voilà, ça peut créer aussi des... Et donc la question de la formation, on l'a dit, la question du temps à se donner pour y comprendre les enjeux, et surtout mesurer le poids des décisions qui sont prises, me semble importante. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Solène voulait prendre la parole. Madame qui tout à l'heure vouliez... prendre la parole comme vous voulez. Enfin, Solène, et puis ensuite vous, si vous le souhaitez. J'en ai pas pour longtemps. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vous disiez là, juste à l'instant. Effectivement, on a une tendance, puisqu'on défend, enfin moi en tout cas, l'association porte les conseillers municipaux. Le collectif d'Yvon porte les conseillers municipaux d'opposition. Enfin, on a une tendance à regarder d'un côté, effectivement, pour les maires, la charge, elle n'est pas évidente. Aujourd'hui, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on a demandé à une personne, à un être humain, du jour au lendemain, de devenir omniscient, de devenir omniprésent. C'est absolument impossible, on le sait. Donc, effectivement, là, il y a forcément quelque chose à rééquilibrer. Et derrière, cette frustration que les citoyens déchargent sur le maire, parfois en violence, cette frustration, elle est interne aussi au conseil municipal. On dit que les élus minoritaires sont de plus en plus contraignants pour les maires, et les maires le subissent. Et c'est ressorti dans les études de l'AMF. Mais en même temps, c'est cette frustration de ne pas pouvoir avoir les éléments, c'est là que l'équilibre il doit se trouver. En fait, les fautes sont un peu des deux côtés. Et en même temps, les causes viennent de cette répartition, en fait, d'existence au sein du conseil municipal. Et je vais juste rebondir sur une autre chose, c'est sur l'isolement des conseillers municipaux, l'isolement des élus. C'est extrêmement compliqué quand on est seul dans sa commune, quand on n'a pas de contact parce qu'il y a au moins 15 ou 20 kilomètres avec la commune voisine, d'aller chercher son collègue. Le collègue n'est pas toujours disponible. C'est pour ça aussi que cette association avait été créée et que les collectifs se créent. Et c'est encore plus compliqué parce que donc on a cherché à sortir les conseillers municipaux de cet isolement, et on
on se retrouve confronté au problème de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun répertoire qui existe pour communiquer avec les conseillers municipaux et dire non, mais vous n'êtes pas seul, on existe. On ne peut pas communiquer avec eux. On fait par l'intermédiaire des boîtes mail des mairies, mais les mairies ne transmettent pas forcément à leurs conseillers municipaux. Et il n'y a aucune médiatisation de la difficulté à exercer le mandat de conseiller municipal. On ne relaie pas, en fait, le conseiller municipal, c'est l'oublié de la politique, il n'est jamais relayé. Et donc, à partir de là, même si par les médias, par les réseaux sociaux, ou ne serait-ce que par l'intermédiaire des boîtes mail, on n'a aucun moyen d'exister pour sortir de l'isolement et expliquer aux élus qu'on existe. Voilà, donc ça aussi, c'est à travailler, je pense. Ben voilà, là, c'est un moyen, en l'occurrence. D'une manière plus globale, en tout cas, je tenais, moi, à vous remercier en mot de conclusion. Alors, on a encore une dernière petite question. Voilà, si vous deviez changer quelque chose, d'une manière globale, quelle serait la priorité? Alors, évitez de dire le maire. Hein, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Je te voyais venir. J'en étais certaine. C'est pour ça que non, ceci n'est pas une bonne réponse. Il n'y a pas de censure. Mais non, mais l'idée, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui vous semble, vous, aujourd'hui, le plus important. Moi, ce qui fait que je souhaite vous remercier, non pas simplement parce que vous y êtes là, mais c'est la tenue des propos et des propositions qui ont été faites. Je souhaite vraiment inscrire, en fait, cette démarche dans le temps. J'ai encore 5 ans devant moi et on a bien vu qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été levés et qui sont déjà en débat ici au Sénat. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir le regard d'élus, l'élu commun, celui qui représente vraiment le peuple qui est là, qui n'a pas forcément de responsabilité, mais qui s'est engagé, qui est là aujourd'hui parce que s'il a un mal-être, c'est qu'il a quelque chose à donner. En tout cas, il a envie de donner pour le collectif. Et on est dans un tel contexte politique, dans une telle crise, moi je crois, d'une manière globale, hein, pas crise de vocation, mais crise politique, d'incompréhension, de jugement de la part de nos concitoyens face à l'action publique. Je trouve que c'est important de montrer que oui, certes, il y a des demandes, il y a des exigences parfois, mais demander à ce que la loi soit respectée me semble finalement le rôle de tout à chacun, de tous citoyens, de bons citoyens, parce qu'on parle beaucoup de citoyenneté. Mais vous faites preuve, du coup, de citoyenneté en demandant à ce que la loi soit respectée. Donc, c'est, à mon sens, très important. Moi, je crois qu'on a effectivement une crise à tous les échelons. On l'a vu là avec ce qui s'est passé au niveau national, mais ça me semble important que nous portions collectivement un coup de projecteur aussi sur ce qui se passe à la base dans l'entité communale, ce qui pour moi aujourd'hui, alors face aux crises majeures, hein, sociales, écologiques, économiques actuellement, mais en fait c'est vraiment pour moi l'échelon le plus important et c'est ce que je disais pendant ma campagne. On est quasiment, c'est 560 000 élus en France. On est 560 000 élus, c'est pas rien 560 000. Si on enlève les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux, en fait nous sommes 489, vous êtes, parce que je ne suis plus, 489 000 conseillers municipaux et si on retire l'exécutif, les maires et les adjoints, en fait c'est 339 000 conseillers municipaux. Donc vous êtes 339 000. Vous avez vu le pouvoir que vous avez en fait. En nombre, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et que donc il est normal que chacun puisse avoir voix. Et si on prend par ailleurs dans les communes de moins de 1000 habitants, alors là vous représentez plutôt des communes plus importantes, mais dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est 271 000 élus conseillers. Et tout ça, j'allais dire, je ne suis pas un ogre, mais c'est de la chair fraîche. C'est-à-dire, c'est énormément d'énergie, c'est énormément de capacité à pouvoir, sur les territoires, faire remonter finalement la voix de l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et je trouve ça remarquable, en fait. Et par la force des choses, et j'étais la première à le faire, quand un administré venait me voir et me posait des questions, bien souvent je lui disais ouais mais là ça va être difficile, là je peux pas, là on n'a plus de moyens, là le préfet me répond pas, là et en fait je me suis dit c'est incroyable parce qu'on est une force
qui représentons la puissance publique réelle, et nous sommes les premiers à dire « Ah non, mais ça marche pas, c'est le bordel, ça se passe pas bien, etc. » Or, si au plus haut sommet de l'État, voire même dans nos institutions, on prenait conscience de cette manne, de cette énergie et de cette capacité à pouvoir transformer finalement l'image qu'on pourrait avoir du politique, moi ça me semble indispensable. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour cela qu'on poursuivra, si vous le souhaitez, ces échanges. Et voilà, je tenais en tout cas à vous remercier vraiment, parce que j'avais, je vous le dis, j'avais un peu peur de « Ah oui, alors, monsieur Untel ». Alors que, et finalement, je pense qu'on a ce sens de responsabilité, cette volonté en fait de faire avancer les choses. Donc merci mille fois à vous. Et puis dernier remerciement à bien évidemment nos orateurs qui ont brillamment relevé le défi. Et puis à mon équipe qui est cachée un peu partout, à Avril qui s'est occupée de la communication, qui s'occupe voilà, de la com sur le groupe, à Thomas qui est ici, qui s'occupe, alors lui c'est le grand chef du Légi et qui coordonne tout, c'est Monsieur Agenda, hein, si vous voulez des rendez-vous, c'est directement à lui. Il y a Tanguy qui est au fond de la salle, lève-toi Tanguy, parce que lui il est important Tanguy, parce que Tanguy il est sur le territoire. C'est mon collaborateur de circonscription, donc si vous avez particulièrement, enfin c'est lui qui connaît bien les Yvelines, et donc si vous avez des sujets particuliers, il faut surtout pas hésiter à le contacter. Et puis il y a Artus qui se cache là-bas, qui est stagiaire, brillant stagiaire, qui va nous accompagner pendant tu as déjà fait un mois carrément, enfin bon, encore voilà, presque, enfin, il est stagiaire de 6 mois et qui va notamment nous donner un coup de main là sur le PLF, parce que je suis à la commission des finances et donc le projet de loi de finances vient de tomber hier, et donc on va avoir là, voilà, on rentre dans un tunnel pour tout vous dire, donc ça va être encore une belle bataille. Donc voilà, merci à vous, et puis j'espère pouvoir compter sur vous, voilà, dans les prochains rendez-vous. Merci.